5 étoiles, merci. Fidèles téléspectateurs de nous faire confiance, nous sommes en direct depuis qu'il est 10h et tout pile. Et voilà, c'est le moment réservé à notre invité et dans le fauteuil de l'invité ce matin. Depuis le début de cette émission, je vous le dis, aujourd'hui on reçoit Nelson Zangué, ce jeune qu'on a décidé de mettre en lumière ce matin. C'est vrai qu'il fait déjà la pluie et le beau temps dans le métier qu'il a choisi de faire. Mais en tout cas, nous on a choisi de le mettre en lumière comme ça ce matin dans le but d'éduquer davantage les masses, de le présenter à vous, fidèles téléspectateurs, et on espère que vous allez l'adopter parce qu'il est tout simplement magnifique et ce dont on va parler ce matin est tout également magnifique comme lui. Nelson Zangué qui est déjà sur le plateau avec nous. Nelson, bonjour. Bonjour Cathy. Comment tu vas? Très bien, merci. Et toi-même? Ça va, ça va. Ça fait plaisir de t'avoir sur le plateau de Top Weekend. Alors, comment est-ce que tu te sens dans le fauteuil de l'invité ce matin? Bon, c'est un immense honneur, c'est un plaisir. Et je te remercie d'ailleurs pour l'opportunité. Je remercie DBS. Donc, pour moi, c'est une occasion de plus de parler de quelque chose qui me tient absolument à cœur et que je veux à tout prix partager avec un maximum d'Africains et de personnes dans le monde entier. Alors Nelson, il faut dire que tu as réussi à faire ce que beaucoup ont du mal à faire. Tu es allé, tu étais du côté de l'Occident, tu as passé beaucoup d'années en Europe, notamment en Allemagne. Après toutes ces années-là, tu as décidé de revenir au Cameroun, mettre en lumière ce que tu as appris de ce côté-là. Difficilement, les gens qui y vont rentrent au Cameroun. Est-ce que la décision de revenir ici au pays a été facile? Non, pas du tout. Et d'ailleurs, pour l'illustrer, en 2016, j'étais déjà rentré. Mais la préparation n'était pas optimale, ce qui fait que j'ai dû faire demi-tour. Et ce n'est qu'en 2021 que j'ai pu retourner étant mieux préparé. Juste pour que je comprenne à quel point ce n'est pas du tout facile de rentrer quand on est déjà de ce côté-là, surtout quand on a passé 8 années là-bas. Et alors, depuis que tu es là, est-ce que ça va? Tu te retrouves au milieu des siens où tu as l'impression que voilà, il y a trop de différences entre là-bas et ici? Bon, étant donné que au moins chaque année, je rentrais au moins une fois, j'ai vu l'évolution. Dans tous les cas, il y a un très grand changement, mais je m'adapte très rapidement parce que j'ai été là régulièrement et je n'ai jamais perdu le contact avec le pays, avec l'Afrique. Alors, magnifique. Merci à toi d'être revenu sur la terre de tes ancêtres pour montrer au monde ce que tu sais faire. On a besoin des jeunes comme toi pour faire évoluer ce pays. Avec toi ce matin, on parlera de la monnaie numérique. Absolument. De la crypto-monnaie. C'est quoi la crypto-monnaie? Donc, la crypto-monnaie, pour être terre à terre, parce que là, je vais aller du fait que je vais me dire que les personnes qui nous suivent aujourd'hui n'ont peut-être même jamais entendu parler de crypto-monnaie. Donc, je vais aller vraiment du niveau zéro, quoi. La crypto-monnaie, c'est tout simplement une monnaie numérique. Donc, on peut imaginer ça comme étant le mobile money, ce qu'on a nous tous dans nos téléphones, juste que ça n'a aucune limite géographique. Ça veut dire que la technologie sur laquelle c'est basé, qu'on appelle la blockchain, est mondiale. Et ça permet donc de faire en sorte que avec la crypto-monnaie, je peux faire des transferts, peu importe l'endroit dans le monde entier. Je peux être ici. La même rapidité avec laquelle je peux t'envoyer de la crypto-monnaie, c'est la même rapidité avec laquelle j'envoie de la crypto-monnaie à quelqu'un en Chine, au Congo, au Gabon, en Asie. Donc en gros, la crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique qui se transmet de pair à pair, de personne à personne. Et ça fait en sorte donc qu'on réussit à désenclaver comme ça les zones financièrement en fait. On entend parler de cette crypto-monnaie-là, mais sans véritablement savoir d'où elle vient. C'est quoi même déjà? C'est vrai que tu viens de la définir, mais on a envie de savoir qui l'a créée et d'où elle vient. Ok, là ça va être très surprenant parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, la personne ou le groupe de personnes qui a émis la toute première crypto-monnaie qu'on appelle le Bitcoin reste inconnu. Jusqu'aujourd'hui, c'est un mystère. Ces personnes ont agi sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. On ne sait pas si c'est une personne ou si c'est un groupe de personnes. Dans tous les cas, ça a été une idée de génie parce que quand on voit aujourd'hui les combats farouches qui sont menés contre la crypto-monnaie, si on savait qui était derrière ça, on aurait immédiatement stoppé la personne. Bien que c'est impossible aujourd'hui de stopper la crypto-monnaie, vu que le fait que ce soit basé sur la blockchain, une technologie qui, quand elle est déployée, est infalsifiable, on ne peut plus stopper en fait la crypto-monnaie. Mais ces personnes ont quand même eu l'idée ingénieuse de ne pas révéler leur identité. C'était en 2008-2009 avec la première crypto-monnaie, le Bitcoin.
Et depuis lors, il y a eu une deuxième crypto-monnaie, l'Ethereum, une troisième jusqu'à aujourd'hui, on se retrouve avec des millions de crypto-monnaies. Donc c'est un écosystème qui évolue très rapidement. Et c'est un langage qui est encore assez compliqué à comprendre pour nous ici. Que peut-on faire avec la crypto-monnaie? Bon, avec la crypto-monnaie, en gros, on peut tout faire. Parce que la crypto-monnaie vient faire quoi? Ça vient avec une idéologie, c'est très important de comprendre ça. La crypto-monnaie dit, on n'est plus obligé, ou bien on n'est pas obligé de centraliser tout ce qu'on fait. Parce qu'aujourd'hui, on fonctionne dans un monde assez centralisé. Que ce soit Internet, Internet fonctionne avec le principe de serveur et de client. Ça veut dire, Google par exemple, et là, c'est un gros ordinateur avec des informations à l'intérieur. Et moi, en tant que client, quand je fais une requête par exemple à Google, c'est quel est le plus beau pays au monde? Je suis le client, j'envoie la requête à Google. Google maintenant a les informations et me retransmet dans la réponse, le plus beau pays au monde, c'est le Cameroun. D'autres personnes qui vont poser leur requête également. Qui est l'homme le plus riche au monde? Tout le monde envoie les requêtes à Google de façon centrale. Ce qui fait que si on détruit Google, tout le monde en souffre. Mais on n'est pas obligé de fonctionner selon ce modèle central. Avec les banques, c'est la même chose. Une seule banque manage toutes les personnes, tous les clients. La crypto-monnaie et la blockchain viennent tout simplement dire on peut fonctionner de façon décentralisée. Ça veut tout simplement dire que les informations qui sont contenues dans Google ou les informations qui sont contenues dans les banques et tout peuvent être distribuées à plusieurs endroits. Et là, ça fait en sorte qu'une seule grosse entité ne prenne pas trop de puissance parce qu'on s'est rendu... Bon, on ne peut pas faire confiance aux êtres humains parce que quand les êtres humains deviennent trop puissants, il y a des abus qui se créent et on s'en rend compte depuis la nuit des temps. En fait. Donc c'est ça en fait, ce qui fait qu'avec la crypto-monnaie, on peut tout faire, absolument tout faire. Et je vais prendre quelques exemples. Le Bitcoin par exemple vient avec le postulat d'être la monnaie numérique, c'est-à-dire qui peut être transmise de personne à personne. Ça veut dire que avec le Bitcoin, je peux transférer de l'argent à qui que ce soit, quand je veux, comme je veux, sans aucune limite, même le week-end, la nuit, peu importe la quantité, et à des frais vraiment moindres. Il y a d'autres projets crypto, comme par exemple l'ICP, qui vient comme ça pour remodeler Internet. Donc ICP vient refaire Internet de façon décentralisée. Il y a d'autres projets comme le HNT par exemple, qui vient pour faire ce qu'on appelle le IoT, Internet of Things. Donc ça touche vraiment à tous les domaines et partout on peut appliquer la crypto-monnaie et la blockchain. Wow. C'est magnifique. Ouais. Alors, on va revenir à toi tout à l'heure, Nelson. Le temps pour nous de rappeler à nos téléspectateurs qu'il y a un thème au centre de cette émission aujourd'hui. Parlons d'éducation à la sexualité, comment briser le tabou. Voilà, le fil conducteur de Top Weekend entre aujourd'hui et demain. Bref, le fil conducteur des émissions ce week-end. Éducation à la sexualité, comment briser le tabou. On sait, la sexualité, c'est un sujet parfois un peu compliqué dans les familles. Le papa ne sait pas comment parler sexualité à sa fille, la maman ne sait pas comment parler sexualité avec son jeune enfant. Alors comment briser le mythe autour de la question, parce que voilà, aujourd'hui on a affaire à des enfants qui sont super réveillés, dont il faut commencer à préparer dès le bas âge. Donc on ne devrait plus entretenir ce mythe là et laisser nos enfants aller découvrir la sexualité, leur laisser comme ça la découvrir leur corps dans l'adolescence, au moment de la puberté. Donc il est important aujourd'hui d'en parler avec eux dès le bas âge. Alors vous à la maison qui nous regardez, chers parents, envoyez-nous des messages via le numéro qui s'affiche là à l'écran. C'est aussi bien Orange qu'MTN. Envoyez-nous des messages et dites-nous à partir de quel âge est-ce que vous parlez de sexualité avec vos enfants, comment est-ce que vous y prenez, comment est-ce que les enfants réagissent lorsque vous abordez la question. Et puis nous, dans cette émission, on se fera le plaisir de rendre vos messages. Si vous êtes plutôt coach ou alors éducateur psychosocial, dites-nous quelle est la meilleure manière pour un parent d'aborder son enfant en ce qui concerne cette question-là. Vos réactions sont vivement attendues, mesdames, messieurs, vous qui nous regardez ce matin. On va poursuivre l'entretien avec notre invité Nelson Zangué. Où est-ce qu'on trouve la crypto-monnaie? Bon, la crypto-monnaie se trouve partout. Partout, partout. Il faut juste avoir un téléphone, un smartphone et une connexion Internet et c'est tout. Et là, on peut avoir la crypto-monnaie. Il y a, là je dois noter, il y a deux grands secteurs de crypto-monnaie. Parce qu'il y a la crypto-monnaie de façon centralisée. C'est vrai, la crypto-monnaie est décentralisée, mais dans la décentralisation, on a une certaine centralisation avec les plateformes d'échange centralisées. Et il y a également le côté décentralisé de la crypto-monnaie. C'est ce qu'on appelle la DeFi, la finance décentralisée. Donc, selon le secteur dans lequel
on peut soit télécharger les plateformes décentralisées, soit installer ce qu'on appelle les wallets. Et là, on peut avoir les crypto-monnaies. Alors, tu parles tellement de crypto-monnaies et de blockchain chez les Africains. En quoi, justement, est-ce que cette crypto-monnaie-là peut réellement aider les Africains? Avons-nous vraiment besoin de cela? D'accord. Merci pour la question. Ça, c'est une question très, très, très pertinente, vraiment très importante. Et ça touche même au fondement de tout mon combat. Parce que tout ce que je fais, c'est parce que j'ai ce profond désir-là de contribuer à ce que l'Afrique soit désenclavée financièrement. Et avec la crypto-monnaie et la blockchain, on peut très bien le faire. Je prends un simple exemple. Moi, particulièrement, j'ai, pendant une période, voulu faire des affaires avec la Côte d'Ivoire. Et quand on est arrivé au point où il fallait transférer de l'argent, je me suis rendu compte que pour envoyer de l'argent du Cameroun vers la Côte d'Ivoire, c'est 1 million de francs CFA par personne par mois. 1 million de francs CFA par personne par mois. Bon, je ne sais pas pour vous, mais... C'est énorme. C'est petit. On fait des affaires à l'ordre... C'est petit? Oui, 1 million de francs CFA par personne par mois qu'on peut envoyer, c'est très petit. Ah Les bon? gens font des affaires en chiffres de milliards et de tout. Surtout si on veut parler d'une collaboration entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, par exemple. Ça doit être avec des chiffres beaucoup plus élevés. Et là, maintenant, moi, je me demande, est-ce que c'est une volonté exprès d'empêcher une collaboration financière entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire? Là, c'est un gros problème parce que moi, par exemple, ça m'a empêché de faire affaire avec la Côte d'Ivoire. Et plusieurs autres personnes sont dans la même situation, surtout les hommes d'affaires et tout et tout. Pourtant, avec la crypto-monnaie et la blockchain, on peut transférer très facilement autant d'argent qu'on le veut, que ce soit vers la Côte d'Ivoire, vers le Congo, vers le Gabon, vers la Chine, à tout moment. Et ça, par exemple, quand on imagine les effets que ça peut avoir, c'est tout simplement grandiose. Parce que si on permet comme ça de désengorger le système financier au niveau africain, ça permettra de faire en sorte que des synergies se créent entre les différents pays. Et avec le temps, on va donc économiser beaucoup d'argent sur les frais de transfert, on va créer des activités entre les différents pays, et puis l'Afrique va beaucoup se développer. Donc ça, c'est par exemple quelque chose qui peut être très très important au niveau global et ensuite au niveau individuel. Bon, ça c'est une façon avec laquelle la crypto-monnaie peut réellement aider l'Afrique. Après ça, il y a également, quand on va un peu plus en profondeur, l'accès au système bancaire. En Afrique, c'est un peu difficile quand même d'avoir l'accès au crédit. Moi, par exemple, j'ai vécu en Europe. Là-bas, j'ai vu avec quelle facilité on peut avoir du crédit. Là-bas, en Europe, il te suffit juste d'avoir un contrat de travail et puis tu peux emprunter presque autant d'argent que tu veux. Aux États-Unis, c'est encore plus grave. Parce qu'aux États-Unis, un étudiant, tu appelles juste au téléphone et puis on peut te donner même 30 000 $ de crédit. Juste par appel en tant qu'étudiant. C'est pour ça que ces gars évoluent avec une vitesse fulgurante par rapport à nous. Un jeune comme moi, aux États-Unis, les entreprises, les investisseurs devaient me poursuivre pour me donner des millions de dollars. Mais en Afrique, ce n'est pas pareil. Tout simplement parce que l'accès au système bancaire n'est pas facile. Pourtant, on sait très bien que les deux secteurs d'activité qui rendent les gens le plus riches au monde, c'est la finance et l'investissement. Et c'est exactement ce à quoi on n'a pas accès, nous en Afrique. Pourtant, on en a besoin. On veut aussi devenir parmi les plus riches au monde. Et la crypto-monnaie et la blockchain nous donnent accès à ça. Donc, juste avec mon téléphone et une connexion Internet, j'ai accès à tous ces outils financiers. Finance et investissement. Je peux emprunter de l'argent carrément dans la blockchain. Je peux épargner carrément de l'argent dans la blockchain. C'est ce que j'ai appelé en début d'émission la DeFi, la finance décentralisée. Donc là-bas, en gros, on retrouve tous les services bancaires qu'on connaît. Juste que c'est décentralisé et c'est disponible à tout le monde dans mon téléphone. Vous voyez, ça, par exemple, ça peut également lourdement aider les Africains. Oui, absolument. Parlant justement de cette crypto-monnaie-là, il faut dire qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont réfractaires face à la question parce que voilà, dès le début, les gens ont investi des sommes énormes et plus tard, ils ont été, j'ai envie de dire, arnaqués, ils ont perdu de l'argent dans cette crypto-monnaie, ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens n'arrivent pas véritablement à assimiler la question. On est un peu réfractaire face à cela. De quoi est-ce qu'il est question? Est-ce que c'est vraiment un circuit clair? Oui, ça c'est une question qui me touche personnellement parce que j'ai vécu ça aussi et j'ai même entrepris... Tu as également perdu de l'argent dans... Oui, j'ai perdu de l'argent, bien entendu. J'ai perdu de l'argent, oui. Ça c'est vrai. Ici ou de l'autre côté? Des deux côtés, des deux côtés. Je vais aller un peu dans les détails. Et j'ai même entrepris une fois de marcher dans les rues de Douala. Peut-être certaines des personnes que j'avais interviewées vont me reconnaître ici.
Et je marchais en ville, à Aqua, et la seule question que je posais aux personnes, c'est est-ce que vous connaissez la crypto-monnaie? Je t'assure, Cathy, on a failli me tabasser à 2 reprises. Quoi? On a failli me tabasser à 2 reprises parce que les personnes ont un sentiment tellement négatif vis-à-vis de la crypto-monnaie. Parce qu'ils ont perdu de l'argent. Parce qu'ils ont perdu de l'argent, oui. C'est vrai, je compatis. Et ça, c'est un peu les déboires de ce genre de secteur d'activité. Parce que les arnaques, ça existe partout. Ça n'a pas commencé avec la crypto-monnaie. Et là, maintenant, quand une révolution comme celle-ci arrive, avec un impact aussi profond, avec une portée aussi grande, c'est une opportunité pour tout le monde. C'est une opportunité pour les personnes qui veulent réellement faire de ça quelque chose d'utile. C'est également une opportunité pour ceux qui veulent arnaquer. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de projets crypto, il y a beaucoup d'initiatives qui sont là juste pour arnaquer. Et malheureusement, ces personnes, comprenant donc comme ça les faiblesses des êtres humains, réussissent à arnaquer les personnes. Depuis qu'on a commencé cette émission-ci, je n'ai pas prononcé le mot investissement. Tout simplement parce que la crypto-monnaie et la blockchain, ce n'est pas l'investissement en premier. La crypto-monnaie et la blockchain, c'est d'abord une révolution qui vient comme ça désenclaver le système financier et permettre à l'individu de retrouver sa souveraineté financière. Mais bien entendu, il y a ce volet investissement parce que les crypto-monnaies prennent tellement de valeur. Tellement de valeur. Et c'est donc un appât avec lequel on tient les personnes qui ne sont pas très informées. Et c'est pour ça que dans les activités qu'on mène, on insiste beaucoup sur la formation. Et dans les formations, il y a ce qu'on appelle l'analyse fondamentale. Ça consiste à analyser un projet. Il y a certains critères qu'on doit analyser pour savoir si un projet est fiable ou pas. Donc oui, c'est vrai, des personnes se sont fait arnaquer, des personnes se font toujours arnaquer. Pas plus tard que la semaine dernière, un PDG d'une société qui a arnaqué les gens a reçu 110 ans d'emprisonnement du côté des États-Unis. Bon, ce n'est pas qu'ici en Afrique, c'est partout. Mais ce que j'aimerais que les gens comprennent, c'est que au-delà de ça, on doit voir l'aspect révolution, on doit voir les vrais fondements de la crypto-monnaie, de la blockchain et se concentrer là-dessus. Ne pas juste prendre son argent et mettre dans l'espoir de gagner, mais d'abord essayer de comprendre de quoi il s'agit et évoluer donc de façon plus sûre. Si déjà chez les Occidentaux, on a du mal à véritablement contrôler ce système, penses-tu que les Africains, quand même, on connaît nos mentalités, penses-tu qu'on soit vraiment prêt à accueillir cette crypto-monnaie-là? Oui, absolument. Absolument, absolument. Tout simplement parce que la crypto-monnaie, ça appartient à tout le monde et à personne. Les Occidentaux, les Asiatiques, tout le monde est en pleine course pour se tailler la plus grande part du gâteau dans l'écosystème crypto et blockchain. C'est pour ça qu'on travaille d'arrache-pied, parce que les dés ne sont pas encore lancés. Donc, de la même façon que les Occidentaux vont prospérer, nous également, les Africains, on peut prospérer. Et comme je l'ai dit, la crypto-monnaie, la blockchain, ça n'appartient à personne en fait. Ce qui fait que c'est ton éducation qui fait ton succès ou ton échec dans cet écosystème-là. Et ce qui est important à savoir également, c'est que tôt ou tard, nous tous, nous allons devoir nous y intéresser. Parce que les États s'intéressent à la crypto-monnaie et à la blockchain. Je crois plus de 80% des banques centrales dans le monde entier travaillent sur leur projet de crypto et de blockchain. Et même notre banque centrale, la BEAC, je crois que ça fait à peine un mois, ils ont publié une note portant création d'un groupe de travail qui va donc réfléchir sur une monnaie numérique de la BEAC. La COSUMAF également a publié dans son récent règlement général les prédispositions pour le secteur numérique. Donc on va en plein dans ça, parce que ce n'est pas étonnant en fait. Quand on regarde les révolutions passées, on voit Internet est arrivé. Il y avait eu également la révolution industrielle. Aujourd'hui, c'est tout à fait normal que la monnaie évolue et devienne la crypto-monnaie. Et en parlant de cette crypto-monnaie-là ici au Cameroun, est-ce que vous êtes accueillis, est-ce que la chose est accueillie favorablement par les pouvoirs publics? Est-ce qu'on vous laisse vous exprimer facilement? Bon, c'est assez mitigé parce que il faut voir que la crypto-monnaie, la blockchain, ça apporte la décentralisation. Pourtant, un État, un gouvernement a quand même une entité centrale qui gère tout. Ce qui fait que, certes, on ne va pas bloquer la révolution, on ne va pas empêcher l'évolution, mais on doit quand même avoir une certaine retenue pour que l'anarchisme ne s'installe pas. Parce que si aujourd'hui tout le monde a la possibilité de faire ce qu'il veut de son argent, comme il veut, où il veut, ça devient dangereux également pour les États et les gouvernements. Ce qui fait que c'est tout à fait normal que les gouvernements accueillent ça, mais l'encadrent. C'est pour ça qu'on a les yeux totalement rivés vers la BEAC, les yeux totalement rivés vers la COSUMAF, ces institutions qui gèrent le système financier en Afrique centrale.
pour qu'elle régule donc cela et permette donc aux acteurs de l'écosystème de fonctionner et d'éduquer les personnes. Nous, en tout cas, on est sur le terrain, on travaille, on éduque les personnes et on reste également à 100% à disposition des institutions centrales, des gouvernements et tout, afin de les aider autant qu'on peut pour que ce soit une réalité. Parce que ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas y échapper. Et il y a des pays qui ont déjà pris de l'avance. Le Nigeria, par exemple, est parmi les leaders mondiaux en termes de crypto-monnaie. Les États-Unis ont déjà également sorti leur crypto-monnaie de banque centrale. La Chine a déjà sorti sa crypto-monnaie de banque centrale. Le pays voisin, la RCA, a mis la crypto-monnaie comme monnaie nationale. Ah bon? Bien sûr, c'était l'année passée. Le Salvador, la crypto-monnaie est monnaie nationale là-bas. Donc aujourd'hui, ce n'est plus tant un débat que ça, c'est plutôt comment est-ce qu'on fait. Donc, les on États... ne doit plus entretenir le mythe autour de la question. Non, on doit plutôt s'éduquer, on doit vulgariser ça, les personnes doivent comprendre. Et pour ceux qui ont connu ça de façon négative, on doit comprendre que c'est comme ça, avec toutes les nouveautés. C'est comme tous les domaines, hein, puisque c'est nouveau, les gens en profitent pour arnaquer quelques personnes. Et c'est malheureux voilà, qu'aujourd'hui, ça a un peu terni l'image de la crypto-monnaie, qui est pourtant la révolution de comment est-ce qu'on va dire ça, de la monnaie. Oui, l'évolution de la monnaie. La révolution de la monnaie, en tout cas, c'est quelque chose qu'on devrait plutôt accueillir favorablement. Et tout à l'heure, tu disais qu'il est important d'être éduqué sur la question. Et concernant l'éducation, tu te livres à beaucoup de séances de formation depuis que tu es arrivé au Cameroun. Tous les mois, tu fais des sessions de formation qui n'intéressent pas que les jeunes, des personnes âgées également s'y intéressent. Tu regroupes autour de toi une centaine de personnes tous les mois. Et lors de notre balade sur la plateforme YouTube, on est tombé sur une de tes vidéos en pleine séance de formation. Donc j'invite les téléspectateurs à regarder un tout petit bout de cette séance de formation. Ah. Sinon, ça existe. Bon, ça, c'est autre chose. C'est pas ça qu'on veut faire ici, là. Ici, on parle du système financier vrai. Là où il y a l'argent, là. Qui aimerait que les banques donnent le crédit à tout le monde, sans exception? Voilà, lui-même d'abord. Ça, c'est par exemple ça. Qui aimerait que... Est-ce que vous savez que les banques sont fermées le week-end? Même en ligne, hein? Même en ligne. Oui. Qui aimerait que les banques soient ouvertes 24 heures sur 24? Voilà, par exemple. Maintenant, citez d'autres choses. Qui aimerait quoi encore? La banque à la maison. La banque à la maison. Moi, j'ai suivi l'histoire. Certaines personnes qui ont les guichets automatiques à la maison. Donc, quand l'enfant veut l'argent, il demande pour le père, il prend la carte bancaire, il tue. Les prêts sans garantie. Ah, les prêts sans garantie. Mais, ok, d'accord. Les prêts sans garantie. Les prêts sans garantie. Oui, ok. Voilà, zéro frais dans toutes les transactions. On a encore, zéro frais dans toutes les transactions. Financement sans intérêt. Financement sans intérêt, très bien, excellent. La suppression de la monnaie papier. Suppression de la monnaie papier.